Bon, on va entamer tout de suite la table ronde numéro 2. Je vais demander à Isabelle de nous la présenter. Le thème en est comment permettre aux patients d'être acteurs de leur prise en charge. Bougez pas, bougez pas. Merci. Alors, la prévention des maladies cardio-neurométaboliques nécessite l'amélioration de la gestion de leurs maladies au quotidien par les patients eux-mêmes. Ces derniers ont besoin d'être écoutés et compris par les professionnels de santé sur leurs expériences de soins. Je dirais écoutés et entendus et compris, parce que des fois on est écouté mais pas vraiment entendu. Un rapport équilibré entre le savoir médical et le vécu des patients favoriserait l'autonomie de ces derniers. Mais plusieurs conditions s'avèrent nécessaires pour atteindre cet objectif. Premièrement, le patient dispose-t-il d'un bon accompagnement pour gérer sa maladie ? Ensuite, comment s'appuyer sur son vécu et son savoir pour améliorer sa prise en charge ? C'est bon, Isabelle. Ça, c'est les Oui. questions qu'on se pose. Oui. Et c'est donc à Philippe Raclet que je vais appeler, donc président de l'Association française diabétique de Côte d'Or, 21, c'est chez moi. Ève Desnoyers, qui est coordinatrice du centre spécialisé d'obésité de l'Île-de-France. Pierre Bonnet, qui est Chief Revenue Officer chez Newcard. Et Michel Lozana, qui est député du du Lot-et-Garonne. Excusez-moi, monsieur le député. Non, mais imaginez que j'ai confondu également le Lot-et-Garonne avec la Bourgogne. Vous imaginez le scandale. Donc je comprends parfaitement votre... Ok. Et vous êtes médecin généraliste en plus. Merci vraiment d'être tous présents et merci monsieur le député parce que je sais que vous avez une activité qui est un peu chargée en ce moment. Et le fait d'avoir un représentant de l'Assemblée nationale qui s'intéresse à la cause des patients, vous allez même en faire un texte de loi, une PPL, je crois. Ça nous intéresse beaucoup et on aura peut-être, si c'est encore possible, on aura peut-être des préconisations ou des points à partager avec vous. Voilà, si on peut. Alors Philippe, je voulais vous demander tout de suite quels sont les leviers à mobiliser pour favoriser l'autonomie des patients dans la gestion de leur pathologie. Bonjour à tous. Les leviers, il y en a plusieurs. Il y a l'éducation thérapeutique. Bon, c'est vrai que éduquer les patients sur leur maladie permet de mieux comprendre leur pathologie et puis de prendre des décisions éclairées. Il y a l'accompagnement personnalisé, le suivi régulier avec un médecin qui permet d'éviter rapidement les complications ou alors de remettre un traitement en place. L'autonomisation, c'est tout l'apprentissage qu'on peut avoir sur des gestes quotidiens, notamment sur les paramètres de différentes maladies chroniques, pour permettre la gestion du médicament, pour permettre la gestion de l'alimentation équilibrée, l'activité physique, etc. Il y a la motivation. Parce que comprendre les motivations, c'est identifier les freins et les besoins pour permettre une prise en charge personnelle. Il y a la communication, et notamment la communication avec les professionnels de santé. Et je crois que ça, c'est très, très, très important, parce que les professionnels de santé doivent être à l'écoute. Ils doivent répondre aux questions, ils doivent expliquer les instructions et surtout encourager la participation du patient dans la prise de décision. Et je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans cette communication et ça crée un hiatus et ça évite aux patients de se prendre en charge, surtout en ville. Hein. Je parle en ville parce qu'à l'hôpital, c'est complètement différent. Et puis enfin, le dernier levier qu'on peut actionner, c'est le soutien psychosocial. Parce que c'est vrai que les patients qui sont atteints de maladies chroniques ont des défis émotionnels, ont des défis financiers, ont des défis sociaux. Et donc, il est important aussi de mettre en place des groupes de soutien, des structures d'aide ou alors des programmes d'aide financière, notamment pour aider tous ces patients-là à surmonter les défis du quotidien. Alors, au niveau en particulier de la Fédération française diabétique, il y a toute on va dire la philosophie de la pérédance. Est-ce que vous avez des exemples concrets
de résultats obtenus justement par cette pérédance auprès des patients diabétiques et des patients concernés? La pérédance, elle se formalise par un programme qu'on a en commun avec toutes les associations locales qui s'appelle Élan Solidaire. C'est un programme qui est financé par la CNAM. Et donc, c'est un programme qui permet de faire des groupes de soutien. Notamment sur le 21, on a des groupes de soutien qui ont lieu tous les mois, le premier samedi du mois. Ce sont des groupes de soutien qui sont animés par des patients experts ou partenaires, comme on veut bien les nommer. Ça permet à tout le monde de pouvoir échanger sur les différentes maladies. Alors, parce que ce qui est intéressant dans ces groupes, c'est qu'on a toutes sortes, on a les sortes de diabète. Alors, on a des diabètes de type 1, des diabètes de type 2, où les problématiques sont différentes, hein. Et donc, ça permet d'échanger. Ça permet aussi aux uns aux autres de savoir qu'il y a une maladie qui s'appelle le diabète, mais que les motivations et les besoins sont quelquefois différents. Et ça permet aussi d'apporter des solutions. Il y a aussi les patients qui sont invités et il y a les aidants. Donc, ça permet aussi parce que c'est vrai que quand on est diabétique, la sphère familiale est touchée aussi. Et donc, on doit prendre en compte aussi dans l'accompagnement et dans la gestion de la maladie l'entourage. Un exemple particulier sur le 21, dans ces groupes de soutien, on s'est aperçu que les gens avaient des difficultés à faire de l'activité physique, alors pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce qu'ils n'ont pas le temps, et puis aussi il y avait une question financière. C'est vrai que dans des clubs, etc., il faut payer des cartes, et très souvent il y avait ce problème-là. Au cours de ces groupes, on a émis l'idée de former une association. Donc j'ai contacté les insuffisants respiratoires et Cœur et Santé, et on a fondé une association qui s'appelle Bouger Ensemble. Et dans cette association, on met à disposition, en partenariat avec une clinique, des cartes à tarif réduit pour faire de l'aquagym, de l'aquabike, de la marche, du vélo, etc. Et tout ça. Donc ça permet aussi, vous voyez, dans ces groupes, il y a plein d'idées qui émergent, et c'est un programme qui est particulièrement apprécié, en Côte d'Or particulièrement. Merci beaucoup. Ève, vous, comment les professionnels de santé peuvent-ils contribuer à une meilleure gestion de la maladie par leurs patients? C'est-à-dire comment ils peuvent, en tant que professionnels, utiliser votre expérience patient pour faire en sorte d'améliorer leur pratique et donc de proposer pour les patients qui viendront après un service un peu plus sophistiqué qu'une approche purement universitaire ou académique. Merci de m'avoir invité du coup à cette table ronde. Je vais essayer de répondre au mieux à la question, mais je crois que vous avez déjà un pas un peu trop en avant par rapport à ce qu'il y a déjà à faire en amont au sein de la communauté des professionnels. Je vais expliquer un petit peu plus ça en détail. Je voulais juste revenir quand même sur le fait que moi je suis coordinatrice du centre spécialisé obésité, donc on dit CSO dans mon jargon, pour l'Île-de-France Centre. J'imagine qu'ici, pas beaucoup de gens savent ce que c'est. Donc un centre spécialisé obésité, ça va regrouper plusieurs établissements de santé qui ont une expertise sur cette pathologie, l'obésité. Et donc, il y en a 37 en tout en France et 4 en Île-de-France. Donc ça, c'est un premier élément. Moi, mon rôle au sein de cette structure, c'est vraiment d'aller faire le lien aussi entre l'hôpital, la ville, et aussi avec les professionnels et les patients, en m'adressant aux associations de patients qu'on intègre également dans les projets qu'on élabore, et de faire le lien également avec l'ARS. Mon rôle à moi, il est vraiment de coordination finalement vraiment de tous ces acteurs. Et donc pour répondre à la question comment les professionnels de santé peuvent contribuer à une meilleure gestion de la maladie par les patients, mon premier point, c'est que déjà cette pathologie, elle est plurifactorielle. Elle va demander du coup une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Et donc ça, c'est déjà une avancée, enfin une nouveauté entre guillemets, où on a chaque discipline a beaucoup travaillé en silo, chacun de son côté. Et le fait qu'il y ait ces CSO qui soient créés, les équipes aussi, ça s'est beaucoup démocratisé, le fait de travailler en pluridisciplinaire.
mais ça vient aussi poser certaines problématiques et certains éléments auxquels il faut déjà aussi que les professionnels, en tant que corporation, puissent aussi uniformiser les discours et parler d'une seule et même voix, puisque alors, vous me direz si je me trompe, mais il y a des patients, en tout cas, qui ont entendu des messages complètement antagonistes au cours de leur prise en charge. Et c'est un peu compliqué, du coup, pour un patient de savoir qui dit, qui croire, en fait. Donc, il y a un réel effort de formation et d'uniformisation des pratiques à faire auprès des professionnels de santé. Donc ça, c'est quand même un enjeu majeur. Ensuite, comme je disais, il y a cette habitude beaucoup de travailler en silo. Et là, du coup, on va demander à différentes disciplines, donc des diététiciens, des psychologues, des médecins experts qui travaillent en centre hospitalier, de dialoguer et d'échanger ensemble autour d'un patient. Et donc ça aussi, c'est une démarche aussi qui a demandé de bouger un petit peu les lignes, et qui nécessite de mettre en place des instances qui le permettent. Donc il y a les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires. Il y a des instances qu'il faut mettre en place aussi avec la ville, parce que le patient n'est pas suivi qu'à l'hôpital quand il a une obésité très complexe. Il a le droit d'avoir aussi un médecin généraliste et puis d'autres acteurs de santé ou d'autres acteurs de la sphère sociale qui vont interagir avec lui. Et pour l'ensemble de ces professionnels et le point de vue de ces professionnels est important aussi pour contribuer à une bonne prise en charge du patient, même par lui-même aussi. Je rejoins aussi tous les points qui ont été cités, où effectivement il faut mettre à disposition le savoir auprès des patients. Donc ça, on va l'utiliser à travers... c'est ce qui va être fait à travers le TP, il y a la pérédance qui se met en place aussi. Donc tout ça, c'est des éléments nouveaux. Et effectivement, le patient, maintenant, il faut qu'on lui donne une place un petit peu dans toutes ces nouvelles instances qui se sont créées, dans tous ces liens et ces échanges qui ont pu se faire entre professionnels et entre différents univers. Il faut qu'on arrive à le réintégrer. Il y a une question qui se pose, c'est la professionnalisation du coup du rôle du patient dans ces instances. Donc on en parlait tout à l'heure, patient expert, patient ressources, patient partenaire. Enfin, il y a plein de dénominations qui sont dites où on ne sait pas forcément exactement qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, je pense qu'il y a, du côté des professionnels de santé, il y a aussi cette idée de comment on valide effectivement cette expertise. Donc, je vois par exemple sur l'hôpital où je suis le plus présente, il y a un patient expert pour tous les services et toutes les spécialités différentes. Alors, ça interroge un petit peu, pourquoi pas. C'est l'œil naïf, finalement, quand on va présenter quelque chose, voir si c'est compréhensible et accessible. Mais il y a une réflexion à avoir autour de ça. J'imagine que c'est parce que l'hôpital n'a pas l'argent pour financer un patient expert par service, parce que du coup, ça fait beaucoup plus de postes à financer. Mais voilà, il y a ce point-là, en fait, où est-ce qu'on l'intègre, comment on l'intègre et comment on réussit à professionnaliser et à valider cette expertise pour qu'il ait une reconnaissance aussi par les autres, par les professionnels de santé. Et surtout, ce qu'on sait et ce qu'on remarque dans l'ETP, c'est sûr que les mots d'un patient qui parle à un autre patient ont une résonance beaucoup plus importante. Et c'est un vécu qui s'échange. Et c'est là où ça a un retentissement vraiment positif dans la prise en charge. Et donc, on a vraiment tout à y gagner, des intégrés. Et ensuite, j'ajouterais du coup qu'il y a aussi la question des outils. Et je pense que les professionnels de santé, avec les patients, on peut développer aussi des outils pour les aider, pour les accompagner, parce qu'on est sur des pathologies chroniques. Donc, en fait, c'est pour toute la vie. Et donc, en fait, peut-être qu'à un moment, ils vont en avoir marre de venir voir leur médecin ou de venir voir une diététicienne ou un psychologue, ou que la prise en charge va s'arrêter parce qu'ils vont mieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller mieux pour toujours. Ils ont le droit aussi de rechuter, de trébucher, et ça fait partie de leur vie, de leur parcours. Et il faut qu'on puisse être là ou leur fournir des outils pour pouvoir intervenir aussi dans ces moments de difficulté.
Et là, je pense que sur le digital, il y a quand même des grandes avancées à avoir. On sait que le TP, c'est super bien et que ça a de bons résultats, mais je vois sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est 80 patients par an qui bénéficient de TP. Donc c'est un peu ridicule par rapport à la taille de la file active. Donc nous, on travaille à ça, de développer des outils digitaux qui permettent de récupérer toutes ces compétences qui sont explorées au cours de ces ateliers et pouvoir les amener aux patients qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps ou la capacité d'aller sur ces ateliers qui ont lieu en pleine journée, en pleine semaine, par exemple. Donc je pense que voilà, il y a un petit peu tous ces éléments qui sont à mettre en perspective et à prendre en compte, où en fait d'intégrer le patient, c'est là où je dis c'est presque encore un peu le futur, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail sur le travail en pluridisciplinaire, la personnalisation du parcours de soins et de ce qu'on peut proposer. Alors, ça me suscite une réaction. Ça fait quand même 20 ans que dans tous les milieux médicaux et tous les syndicats de professionnels, on dit il faut qu'on décloisonne, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on travaille avec d'autres professionnels de santé. Même des syndicats comme Avenir Spé se posent des questions fondamentales sur des transferts de compétences et sur une façon de travailler nouvelle avec les IPA et tout ça. Pour vous, on n'en est même pas encore au fait de pouvoir intégrer le patient dans cette équipe pluridisciplinaire et il faut encore créer du lien avec ces professionnels pour faire en sorte qu'il y ait des projets thérapeutiques qui puissent aboutir? Non, je pense qu'on peut les intégrer quand même maintenant, mais je trouve que déjà entre l'hôpital et la ville, il y a une première scission sur laquelle il faut qu'on arrive à travailler. On peut intégrer le patient. Après, voilà, on fait face aussi à d'autres freins. Donc après, voilà, c'est aussi... donc moi, sur le travail de coordination, je suis vraiment au milieu de tout. Donc je vois les freins et les potentiels qu'il peut y avoir sur chaque domaine. Après, tout est question de priorisation, de là où on place l'énergie et de ce qui est le plus urgent à mettre en avant. À l'hôpital et aussi en libéral, les professionnels travaillent quand même maintenant en pluridisciplinaire. Il y a les maisons de santé pluridisciplinaires qui se créent, il y a les CPTS, les communautés de professionnels de territoire de santé, qui se créent, qui sont pluridisciplinaires, qui permettent de mettre en place des protocoles communs, d'organiser, d'avoir des réunions de travail, etc. Mais on peut aller encore plus loin et on a besoin d'outils aussi pour permettre qu'il y ait une meilleure communication entre l'hôpital et la ville. Il faut bien qu'il y ait un outil informatique qui centralise l'information, qui permet de la partager. Donc il y a peut-être le dossier médical partagé qui va aussi faciliter ça, mais on est encore au début en fait de tout ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le travail pluridisciplinaire et bien sûr, il faut intégrer le patient. Et il y a quand même un travail de savoir quelle place on lui donne, et les professionnels, quelle place ils acceptent aussi de lui donner, et voilà, pour valoriser au mieux. Donc, je n'ai pas forcément toutes les réponses parce que je trouve que c'est le futur quand même. Olivier. Ah oui, je pense que c'est je partage votre opinion. Olivier, parlait... Je suis là. Oui. Pardon, j'ai récupéré le micro. Je juste en fait compléter ce que dit Ève parce qu'elle a effectivement complètement raison. Mais quand on va à l'étranger, je pense quand on va au Danemark et qu'on revient, l'état d'esprit de la population par rapport aux gens qui sont malades. En France, alors c'est mon sentiment, j'ai l'impression que être malade, c'est une chose honteuse que tu portes sur toi. Alors que, bon, le Danemark, j'y suis allée plusieurs fois, quand vous êtes... Alors, moi, j'ai une canne pour m'aider à ne pas tomber par terre. T'arrives à l'aéroport à Paris, c'est limite t'emmerdes tout le monde. Mais vraiment, hein. C'est « Ah, mais alors il vous faut... oui, mais alors mais vous pouvez monter là les escaliers, puis alors la rampe, là ça m'arrangerait si tu pouvais la monter toute seule et pas avec moi en train de te pousser. » Et t'arrives au Danemark, mais c'est limite, bougez pas, on arrive, on est là. L'état d'esprit de base, il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc, en fait, être malade, c'est une honte que tu portes sur toi. Quand tu regardes, là, c'est une petite révolution. On commence à dire, les médias commencent à dire, avant, c'était « il est mort d'une longue maladie ».
Maintenant, les gens, parce qu'il y a des gens qui étaient connus, qui l'ont dit. Enfin, Axel Kahn a dit « j'ai un cancer. J'ai un cancer et je vais mourir de mon cancer dans peu de temps. » Ça a été une révolution. Il faut changer absolument ce fait qu'on ne choisit pas d'être malade. On ne le choisit pas. Et qu'à un moment donné, dans notre vie, on sera tous malades. Et que le regard de la bienveillance et lever les clivages entre les professionnels de santé, parce que je te rejoins complètement, ils y sont bel et bien présents. C'est mon patient. Il m'appartient à moi. Et c'est moi qui vais l'orienter sur, en fait, moi j'ai peut-être envie que tu ailles voir un tel et pas un tel. Voilà, petite expérience perso, je vais chez mon médecin généraliste qui me regarde en se disant « Oh mon Dieu, pas faire de bêtises avec elle ». Et problème avec le cœur. Et il me dit, alors ça serait bien que vous alliez voir un cardio machin. Je vais voir le cardio bidule de son copain. Et là, je reviens et je lui dis, alors, est-ce normal que votre ami cardiologue n'ait pas un brassard adapté ? Rien que ça. Cardio, si tu prends pas tension correctement, déjà, on n'est pas bon. Et puis, ensuite, il me donne un médicament qui me rend encore plus malade que je ne le suis. Et je lui dis, évidemment, j'arrête. J'ai envie de rester en vie. Et je lui dis, écoutez, je vais changer de cardio. Ah non, vous êtes sûre, Madame Joly, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, tu vois, il y a un truc qui s'appelle pertinence et qualité. Donc, si toi, ton copain, il est content, mais moi, je ne suis pas contente du tout, en fait. Donc, c'est comment on peut changer ce prisme. Et pour qu'on devienne acteur de notre état de santé, déjà, c'est être considéré comme un individu à part entière qui a, entre guillemets, pas la chance d'avoir une autre pathologie en plus. Il y a ce qu'il faut vivre avec. Et effectivement, tu disais très bien, il y a des fois, on n'a plus envie de vivre avec. Parce que finalement, c'est un courage, c'est de la résilience au quotidien de se dire ça je peux faire, ça je peux pas faire, ça il faut que je me le prenne dans les dents. Et puis que quand on veut trouver un boulot ou quand on veut aller quelque part, c'est ah mais non, on va peut-être pas dire que tu as une maladie. Parce que sinon tu seras pas embauché. On vit malheureusement avec ces discriminations d'être malade. C'est intolérable au XXIe siècle d'en être encore à ce stade. Bon, je m'arrête, je pose le micro. Non, je comprends très bien. Sauf que là, on touche à des questions qui sont des questions de sociologie. On vient un peu à la première table ronde, sur lesquelles on ne va pas avoir grand levier. Non, mais d'accord, mais il va falloir changer beaucoup de choses. Hein. Ah, mais je sais, mais associatif, c'est être révolutionnaire. Si les choses n'avançaient pas parce que les assos sont là présents et ils mettent les pieds dans le plat, Act Up, regarde Act Up. Act Up, c'était une période très particulière, dans un monde très particulier. Mais s'il n'y a pas les sur assos, une cause vraiment très particulière. Enfin, je ne veux pas nous brosser les chevilles, hein, mais ça va, j'ai une cadre. Mais si on n'a pas les assos, on n'avance pas. Non, mais tu prêches un convaincu. Mais je pense que des Act Up à l'heure actuelle, qui sont capables d'aller bourrer à l'époque les fax de la DGS pour obtenir accès à un médicament avant même qu'il ait une autorisation de mise sur le marché, je ne vois pas une association de malades oser le faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le jusqu'au boutisme d'Act Up correspondait aussi à une revendication d'une communauté et qui avait, en particulier auprès des décideurs, une aura tout à fait particulière. Ce qui fait que ça a favorisé quand même les choses, ce qui a servi pour la cause des malades par ricochet. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour trouver des associations de type Act Up en France, j'en connais pas. Voilà, on n'a pas le... Plus ce taux de mortalité qui est monstrueux, bien sûr. Exactement. À l'époque, c'était... Mais ils ont continué après 96, quand on avait la trithérapie. Jean-François. On a une opportunité dont tout le monde se fout, ou ignore, qui est très importante, qui est la certification périodique des professionnels de santé. Dans cette certification, il y a 4 volets. Bon, je passe les 2 premiers qui sont la formation médicale, etc. Mais l'axe 3, c'est les relations avec les patients. C'est l'action que va faire le professionnel. Il faut qu'il satisfasse à cette action. Et aujourd'hui, on a une exigence que ce soit transparent, que les patients soient au courant. Alors, on ne va pas dire que c'est un site de notation pour les professionnels, mais pas loin. Et ça, c'est une opportunité qu'il ne faut pas lâcher. Et nous siégeons, France Asso Santé siège dans ce conseil national, mais pour le moment, on n'est pas très écouté. Mais là, on a une opportunité parce que si les professionnels sont obligés de satisfaire à cette obligation sous peine de non-certification, peut-être qu'ils prendront en compte un peu l'expérience patient, et en l'occurrence, c'est la prise en charge. Oui, mais je pense que ce qui risque d'arriver avant vous,
sur le plan de la négociation, c'est l'intrusion de Google ou de d'autres qui vont coller des étoiles ou des notes, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un système avec 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, je crois, et qui fera que là, on aura l'affect du patient, mais on n'aura pas sa prise en charge en tant que telle. Mais j'ai peur que ça arrive avant que le livre 3 ne puisse s'appliquer. Et je pense que ce n'est pas pour le bénéfice des professionnels que d'en arriver là. Non, mais c'est clair, pour le moment, ça perce pas. Mais le Google, les notes de Google. Mais ça pourrait arriver. Ouais, hein. Pour le moment, ça perce pas. Et tous ceux qui s'y sont frottés ont fini par abandonner. Ouais. Enfin, vu les changements de mentalité actuels dans la population, je pense qu'il ne faudrait pas considérer ça comme un état stable. André, vous aviez une remarque ? Attendez, je vous amène parce que s'il n'y a pas de micro, on n'a pas d'enregistrement. Je rappelle que quand a été mis en place le 100% santé, celui qui s'en occupait à la direction de la sécurité sociale voulait que tous les professionnels soient notés. Hein. Oui, ils ont une force de frappe qui est quand même assez importante, la DSS. Moins qu'on puisse dire. Donc un jour ou l'autre, ils peuvent très bien glisser ça dans un PLFSS. On espère que les professionnels vont trouver des moyens pour faire en sorte que... Alors, on parlait d'outils. Moi, j'aimerais qu'on passe la parole tout de suite à Pierre Bonnet. Des outils, vous en créez, pas forcément peut-être des outils de communication entre les différents silos et les différents professionnels qui peuvent exister. J'avais encore une question pour Ève, mais je la reposerai tout à l'heure sur le rôle de l'ARS, savoir s'il est favorable ou pas. On a discuté d'un modèle en particulier sur l'insuffisance cardiaque, qui était très intéressant, et j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, que vous nous donniez un peu plus loin que l'outil, la philosophie de construction de ce genre d'outil. Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Rapidement, qu'est-ce que Newcard et qui est Newcard ? Parce que je suppose que tout le monde n'est pas au fait. On n'a pas encore la chance d'être aussi connu que ça. Donc, c'est une société qui a été créée en 2016 par des cardiologues et des néphrologues qui a pu se développer pendant quelques années sous le programme ETAP. Donc, on a pu bénéficier justement de ce programme pour améliorer la solution, pour avancer, pour apprendre. Parce que la télésurveillance aujourd'hui, ça reste encore, quand vous vous présentez chez certains médecins, un refus en vous disant qu'ils ont déjà un système de sécurité. Donc là, on dit non, on part de loin, c'est télésurveillance médicale, on n'est pas de la télésurveillance pour votre cabinet. Mais... Ah, ils vous prennent pour vérissure ? Ah, mais aujourd'hui, vous avez des fois encore... Voilà, donc cette première étape, je dirais qu'elle change. Hein. On rentre dans des conversations, heureusement, un peu plus pertinentes aujourd'hui. Mais il y a encore... Voilà, on était dans l'évangélisation de qu'est-ce que la télésurveillance. Et donc, il y a une conviction, en fait, chez Newcard, en fait, très simplement, c'est que la solution, elle vient du mix entre l'humain et la technologie. Sans humain, ça ne fonctionnera pas. Sans technologie, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, tout simplement, on vient nous équiper des patients à leur domicile avec une balance connectée, un tensiomètre connecté qui prend la fréquence également et une application pour qu'on puisse justement avoir en fait un lien entre le patient à son domicile, le praticien et qu'on puisse suivre tout ça de manière très fiable avec donc voilà des prises de mesure en fait quotidiennes. Les données remontent. Nous on a la capacité grâce à des algorithmes de détecter en fait une décompensation à plusieurs jours et dans ce cas-là en fait on vient simplement en fait nous avertir le praticien. On est le lien, on n'a pas vocation à prendre en charge, hein. On fait le lien entre le patient et le médecin, mais avec une équipe en fait, et c'est ça le cœur de notre activité, ce qui est génial chez nous, c'est qu'on a une équipe d'infirmières qui est dédiée, elles sont vraiment 100% à accompagner les patients au démarrage, à les aider pendant les prises de mesures et à faire le pré-filtrage également, premièrement pour éviter de polluer les médecins avec, alors qui dit technologie dit problème technique. Et ça, en fait, nous, on est très vigilant pour ne jamais remonter un problème technique aux praticiens. On s'en occupe toujours, donc tout ce qui va être partagé au niveau du cardiologue reste une vraie alerte médicale. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette alliance humain-technologie. Mais je rebondis, j'avais pas forcément ça en tête au démarrage, mais on se dit, on essaie d'être le lien entre la ville et l'hôpital. Alors, on fait le lien, on fait le pont. Mais faut être costaud parce que j'entendais, c'est mon patient. Aujourd'hui, en fait, on est dans une activité qui se développe
Et donc, on a exactement ce schéma-là. Si le patient a été inclus dans un programme de télésurveillance à l'hôpital, c'est très bien, c'est l'hôpital qui le suit. Donc, quand on en parle au cardiologue de ville, il dit c'est gentil, mais c'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit parce que je suis pas rémunéré pour ça, c'est pas mon patient en télésurveillance, donc non. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, on essaie, nous, d'avoir justement cette facilité d'avoir les informations, que le patient puisse avoir ces informations, qu'il puisse les partager avec son médecin traitant, avec son cardiologue, s'il va à l'hôpital. Mais on a encore ces dogmes un petit peu de c'est moi qui ai équipé le patient, donc c'est mon patient. Donc voilà, on essaie de créer ces ponts entre la vie et l'hôpital aujourd'hui. Il y a une question qui est importante, c'est le numérique, on en parle. Alors quand on est natif, c'est facile. C'est-à-dire que les gens qui sont nés après l'an 2000, des insuffisants cardiaques après l'an 2000, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être quelques-uns chez les cardiaques congénitaux, mais autrement, il n'y en a quand même pas énormément. Mais quand on a 65 ans, 70 ans et qu'on s'équipe, je les ai, je peux en parler, j'ai 65 ans, donc voilà. Tu sais très bien que tu sais très bien que j'ai beaucoup de mal à utiliser ces outils et que j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement compétente qui m'aide à chaque fois que j'ai un bug ou un truc quelconque qui m'arrive à l'agence. Parce qu'autrement, et quand ils ne sont pas là, j'ai les enfants qui travaillent dans la net économie, donc c'est aussi simple. Mais il y a quand même une phase discussionnelle avec ces nouveaux outils qui n'est pas forcément simple. C'est pas... comprendre que, alors qu'on ne s'est jamais pesé tous les jours, ou qu'on avait une contrainte par le médecin qui dit qu'il fallait se peser tous les jours, noter ça sur un cahier, comprendre qu'il faut le faire maintenant simplement en se posant sur une balance, quelque part, il y a des gens avec lesquels ça ne doit pas être forcément tout à fait évident. Quels sont les outils que vous mettez à disposition ou les aides que vous mettez à disposition autour pour expliquer à ces différents patients concernés la vision holistique que vous avez sur la surveillance? Alors, on parlait tout à l'heure, quelqu'un mentionnait ici de l'expérience patient. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est comment on aide le patient en fait, du début jusqu'à la fin. Parce que, vous disiez, maladie chronique, il est entre guillemets malheureusement parti pour des années. Donc, en fait, il y a vraiment une prise en charge, une communication au niveau de nos équipes infirmières quand le patient est équipé. Donc, très simplement, je reviens un peu en arrière déjà, on a la chance quand même que les patients savent monter sur une balance et en général prendre leur tension. Donc on n'a pas forcément nécessairement de grosses formations techniques à ce niveau-là. Vous parliez, madame, tout à l'heure par contre de brassards. Ça, c'est quelque chose que l'on a. On a différentes diamètres de brassards. Et en fait, on récupère ces informations-là avant pour être certain que quand on envoie le kit au domicile du patient, ça soit la bonne taille et éviter de dire non, renvoyez-moi. On commence déjà très mal en termes d'expérience patient si c'est ça. Donc on accompagne, on a des séances d'accompagnement thérapeutique durant le suivi. Et en fait, tout est extrêmement simplifié au maximum. Par exemple, dans le kit, le patient va avoir la possibilité d'avoir une tablette pour juste appuyer sur le bouton et on lui dit monter sur la balance, il appuie dessus, il suit le parcours. Dans la tablette, on met une puce, une SIM 4G. Donc le patient n'a même pas à essayer de trouver le Wi-Fi ou de se connecter sur quoi que ce soit. Il le reçoit chez lui. Il a un bouton sur lequel on a mis une grosse pastille rouge en disant c'est là, appuie. Et une fois qu'il appuie, il y a déjà son prénom, ça commence. Donc on est vraiment dans des choses extrêmement didactiques, simples. Et en fait, on est surtout dans l'accompagnement constant. On a les équipes qui sont disponibles, alors pas 24/24, 7 sur 7, heureusement pour elles, mais qui sont disponibles tous les jours. Et en fait, on devient vraiment un acteur en fait, de son parcours de soins, tout comme le médecin, où quand il a une question aujourd'hui sur son insuffisance cardiaque, il a souvent le réflexe d'appeler nos infirmières plutôt que son médecin traitant ou le cardiologue. Donc on met tout en œuvre pour que ce soit simple, mais malgré les a priori, en fait, on est nous-mêmes très surpris. On a, alors c'est pas pour les chiffres, mais on a, quand on envoie le kit au domicile du patient, on a quasiment 60% des patients qui ouvrent la boîte et commencent tout seuls. Donc c'est génial, j'espère qu'ils le vivent comme ça. Mais donc ils ouvrent le kit et ils démarrent les prises de mesure tout seuls.
alors que nous, on a un appel qui est prévu pour les aider à dire voilà comment ça se passe, voilà comment vous allez faire. Et donc, on se rend compte que de plus en plus, les patients deviennent quand même autonomes là-dessus. Maintenant, on est conscient qu'on a toujours une petite partie de la population. On sait qu'on a à peu près, à mon avis, 30% de la population sur lesquels on a besoin d'être beaucoup plus vigilant et de mettre beaucoup plus d'efforts pour les accompagner. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au quotidien, de faciliter l'utilisation et surtout d'écouter ce qu'ils nous disent, ce qui va et ce qui ne va pas pour qu'on puisse améliorer les choses. Et est-ce que vous avez un recours sur le dialogue qui peut s'instaurer ou qui peut s'améliorer ou qui peut s'optimiser entre l'équipe soignante, plus que le médecin, et le patient? Est-ce que ça favorise justement une expérience patient, un partage, ou est-ce que c'est quelque chose, on appuie sur le bouton rouge, ça part chez le cardiologue et puis on oublie, et le lendemain matin on réappuiera sur le bouton rouge et on fera le même circuit? Alors, on essaie que ce ne soit pas aussi froid, justement, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on a, nous, le système qui permet justement de communiquer entre le cardiologue, le patient. Le cardiologue peut tout simplement envoyer des messages, des textos, là, pas des emails, voilà. Encore une fois, c'est très simple. Il peut envoyer un texto directement sur le portable du patient. L'autre sens n'est pas possible aujourd'hui pour éviter la pollution du cardiologue qui ne nous aimerait pas, je pense, si on pouvait lui faire recevoir des textos. Donc on a cette tripartie qu'on peut donner accès au médecin traitant, il peut aussi également consulter. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on est un outil, c'est pas la solution miracle, la télésurveillance, mais ça s'intègre dans un parcours de soins. Et ce que l'on s'est aperçu, on a présenté très récemment une étude médico-économique où le but, on parlait tout à l'heure de ce qu'on cherche, c'était est-ce qu'on fait gagner de l'argent à la sécurité sociale, est-ce qu'on coûte moins cher, est-ce que potentiellement on réduit les hospitalisations? Ni l'un ni l'autre. Donc voilà. En revanche, on s'est aperçu qu'on avait de l'impact sur la mortalité, avec en face, effectivement, la contrepartie est un coût quasiment quasiment identique, et un taux d'hospitalisation qui n'est pas forcément moindre. En revanche, beaucoup moins d'hospitalisation par les urgences quand la personne est hospitalisée. Donc une meilleure gestion du parcours de soins. On ne coûte pas moins cher, on ne diminue pas les hospitalisations, mais on fait vivre un parcours de soins un peu plus programmé, amélioré. Et ça, au final, ce n'est pas quelque chose dont on avait idée. Et quand on a découvert les résultats, on était extrêmement satisfait parce qu'on se rend compte que, eh bien voilà, on rentre, on devient un acteur de ce parcours de soins et on améliore le soin au jour le jour, parce que malgré tout, ça reste quelque chose de chronique. Et le dernier exemple très simple, c'est qu'on s'est aperçu que les patients ont une routine, 77 ans d'âge moyen, avec quand même des patients de 28 à 101 ans. Donc on a quelque chose de très large. Mais la moyenne d'âge est 77 ans. Donc effectivement, la routine est importante et les prises de mesure sont entre 6h30 et 10h30, 11h le matin. Après, il n'y a plus rien quasiment. Et ça fait partie de leur routine. Ils se lèvent, ils prennent leurs mesures et ils ont une meilleure prise médicamenteuse parce qu'ils ont vraiment maintenant ce schéma un petit peu de mes prises et médicaments. 23, quasiment 23%. Et vous l'avez fait économiser 6 heures de ne pas passer aux urgences. C'est quand même pas mal. Monsieur le député, vous voulez porter une proposition de loi justement sur la démocratie sanitaire. J'avais d'abord, si vous pouvez nous en parler, ce serait génial. La deuxième chose, c'est que j'avais 2 questions. Pour vous, c'est très taquin pour la première. La démocratie sanitaire est en panne? Est-ce que la démocratie sanitaire est en panne? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne faut pas refaire un New Deal de la démocratie sanitaire pour justement prendre en compte tout ce qu'on s'est dit, par exemple, cet après-midi? Avant de vous présenter rapidement un peu la proposition de loi, je vais dire oui à vos 2 questions, évidemment. Je pense qu'on est arrivé à un moment sur la démocratie sanitaire. Bon, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a une vingtaine d'années, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et pour tout vous dire, ça mériterait une... Alors moi, j'ai fait modestement une proposition de loi, mais ça mériterait un travail beaucoup plus approfondi. Et même une mission particulière auprès du ministère pour faire le point et voir les avancées. Alors, très rapidement, pour qu'on se comprenne, pourquoi moi j'ai fait cette proposition de loi.
J'étais médecin, mais j'ai été président du groupe d'études cancer à l'Assemblée nationale depuis 2017. Là, je suis vice-président. Et donc, à cette occasion, j'ai travaillé beaucoup sur les cancers. Et c'est un secteur médical où les associations sont très présentes dans le cancer. Voilà. Alors, on ne va pas parler d'Octobre Rose, mais à tous les niveaux. Puis moi, je pousse sur les cancers pédiatriques. Enfin, voilà. Et je rencontre énormément d'associations. Et il m'est apparu que le rôle de la représentation des patients ou des parents dans ces cas-là est majeur à tous les niveaux du système de santé. Et moi, je pense véritablement que notre système de santé a besoin des patients pour évoluer très fortement. D'abord pour le faire accepter socialement, financièrement, parce que notre système de santé coûte cher, risque de coûter plus cher avec le vieillissement de la population ou autre. On voit, et en parlant cancérologie, mais partout ailleurs, les nouvelles thérapeutiques aussi ont un certain coût, il faut les absorber. L'État ne peut pas tout en la matière, et l'apport des patients, comme ça a été dit, quand on parle d'un patient à un autre, c'est un discours qui est beaucoup plus entendu et qui est beaucoup plus direct souvent. Moi, je suis médecin, c'est vrai que parfois il faut répéter 3 fois les choses et essayer de simplifier pour se faire comprendre, ce qui est normal. Voilà, les patients ont déjà cette expérience, il y a une médiation importante. À tous les niveaux, moi je pense que l'accueil dans le parcours de soins, et je suis allé voir aussi sur votre site, jusqu'au développement, jusqu'au point de vue sur les médicaments, vous y avez attaché beaucoup d'importance, j'ai lu ça, la mise à disposition de nouveaux traitements ou autres. Je crois qu'en effet, et l'expérience aussi de vie réelle est majeure. Alors moi, à partir de là, donc j'ai décidé de faire une proposition de loi. On ne va pas se mentir, elle ne va pas être reprendre telle qu'elle. Elle sert surtout à sensibiliser. Je dois rencontrer bientôt le ministre de la Santé là-dessus. Je veux lui en parler. J'en avais parlé au précédent, mais bon, ça a changé. C'était pas Braun, c'était Braun et maintenant ça n'est un autre. Je dois le voir. Il faut les sensibiliser là-dessus. Ça date de 20 ans, il y a eu quelques avancées, mais on voit bien que je crois que l'expérience patient manque à beaucoup de niveaux. Alors, d'abord, les niveaux institutionnels. On a parlé de CPTS ou autre, mais la représentativité est compliquée parfois. On est à Paris. Moi, je suis dans un département, le Lot-et-Garonne, qui n'est pas si riche que ça en association de patients et en représentants qui peuvent aussi y aller. Il faut prendre cette mesure-là. Donc, il faut faciliter. D'abord, il faut mieux faire reconnaître le rôle comment les patients peuvent intervenir. Il faut faciliter l'accès à ces instances, y compris par de la formation, y compris aussi par des congés quand on va représenter une association dans des instances importantes. Alors, voilà, il faut que tout soit cadré, mais quand même, c'est une nécessité. Après, tenir compte aussi donc, de la vie des patients, où sont les besoins de la médecine actuellement, quels sont les vrais besoins en vie réelle, comme on dit quand on expérimente des médicaments des patients, et puis donner après un avis technique, parce que les patients ont aussi un avis technique. Je supporte mal ce médicament, ça me fait ci, ça me fait ça, c'est pas tout à fait le même. Et au niveau de la HAS ou autre, pour l'homologation de médicaments, je pense qu'aussi ça peut être un enrichissement, me semble-t-il. Alors, il y a eu des progrès. Et ça et là, on voit des gens qui vraiment font un travail avec les patients, ça arrive. Mais je crois qu'il faut passer à un niveau supérieur, si j'ose dire, en tout cas une meilleure représentativité. Ce n'est pas simple partout. Je vous le dis, il y a l'équité territoriale. Et on ne pourra pas faire partout peut-être comme on pourrait le faire dans des régions où il y a beaucoup d'associations ou autres. Mais je crois qu'il y a un vrai besoin là-dessus. C'est tout le sens de cette proposition de loi qui est surtout un appui pour pouvoir aussi sensibiliser à la fois le ministère et d'autres députés sur ce sujet. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la session des questions. Jean-François, j'ai pas retenu votre nom, mais voilà, de Numéum. Je vais les prendre dans l'ordre. Non ? Alors, moi, j'avais une question à monsieur le député. Donc, cette démocratie sanitaire, comment est-ce que vous comptez l'organiser par territoire, de façon nationale parce qu'on nous dit que l'avenir du système de santé, c'est le territoire.
Donc voilà, comment vous faites coller cette organisation de démocratie sanitaire avec une organisation du système de santé qui n'est pas forcément sanitaire d'ailleurs? Alors, moi j'ai fait une proposition de loi assez modeste parce que je pense plus à une évolution en tout cas qu'à une révolution pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a déjà, on est quand même en France, on a déjà des systèmes assez compliqués. On a l'ARS, on a les CTS, les CPTS localement, on a les hôpitaux qui ont aussi des représentants. Je crois que c'est à tous les niveaux qu'il faut, dans ces instances-là, promouvoir, entre guillemets, la présence des patients. Voilà. Et leur faciliter cette présence-là, cette représentativité. Donc moi, je me situe à ce niveau-là. Ensuite, il faut qu'il y ait une meilleure prise en compte au niveau des instances nationales. Je parlais de la HAS dans l'évaluation des médicaments. Donc, ce n'est pas rajouter de nouvelles structures. On est déjà assez fourni en France là-dessus. On est très bon intellectuellement pour monter comme ça des systèmes, mais après, il faut les faire vivre et parfois, quand c'est trop compliqué, c'est pas très efficace. Et on est quand même assez spécialiste, y compris administrativement. Donc, c'est plutôt, dans les instances existantes, faire mieux rentrer les patients. Et je pense que l'expérience montrera, y compris aux médecins. Moi, j'ai fait mes études j'ai commencé il y a presque 50 ans. Ça fait un moment. Mais on ne parlait pas du tout de patients à l'époque. On ne s'en préoccupait pas du tout. Je crois que les jeunes générations sont peut-être plus à l'écoute, me semble-t-il. Moi, je travaillais avec des jeunes. Mais y compris dans les études, on pourrait... et ça arrive. On a reçu la semaine dernière les représentants des doyens ou autres. Il y a une prise en compte qui est plus territoriale et qui donc ira plus aussi, me semble-t-il, vers les patients. Voilà. Donc pas de grand soir, mais promouvoir la représentativité des patients dans chacune des instances existantes. Plutôt que de rester sur des stratégies de strapontin, qui sont un peu celles qui existent à l'heure actuelle. On met un patient à Libye dans un coin et puis ça va bien. Jean-François. Oui, bonjour, Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques. Et on a lu, bien entendu, avec attention votre proposition de loi. Jean-François. Qu'on partage, mais il y a trois petits trucs qui nous chipotent beaucoup. Le premier, c'est de le confier à l'ARS. L'ARS, c'est une structure, c'est une structure extrêmement administrative et surtout avec la nouvelle régionalisation extrêmement loin du terrain. Alors peut-être que pour le niveau hospitalier, ça a une bonne cohérence pour les représentants des usagers à l'hôpital. D'ailleurs, c'est par là que ça se passe actuellement. C'est la RH qui nous sollicite pour y participer, et j'en suis. Mais par contre, au niveau territorial, sa vision est beaucoup plus fragmentaire. Et donc pour nous, le bon niveau, c'est le département. Et d'ailleurs, il y a des délégués départementaux. Et donc le bon niveau, c'est beaucoup plus départemental, notamment pour qu'il puisse y avoir une articulation entre le sanitaire et le médico-social. Et puis les territoires. Donc c'est le premier. On n'est pas convaincu que étatiser ça par les ARS, puisque c'est quand même la délégation de l'État en région, ce soit, on va dire, le plus efficace. Voilà. Pour être... La deuxième, c'est, dans votre texte, vous voulez laisser beaucoup plus d'initiatives aux représentants territoriaux, je ne sais pas lesquels, mais enfin ceux qui sont concernés, pour le choix des patients qui ne passent plus par les associations agréées, mais que ce soit un choix plus large. Alors là, il y a deux types de représentations qui sont très différentes. Il y a la représentation des patients experts, bénévoles experts qui font un travail de terrain, et celles-là, elles peuvent passer par une formation par l'université ou autre, mais il y a la représentation des usagers. Or, la représentation des usagers, pour nous, ça ne peut pas être représentation individuelle. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'une personne unique en tant que telle, quelle que soit sa qualité, puisse parler au nom des usagers. Donc elle doit, pour nous, avoir obligatoirement un mandat d'association. Alors, agréée ou pas, ça c'est une autre affaire, puisque vous rajoutez le fait qu'elle soit formée. Donc on est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, France Asso Santé forme les représentants des usagers dans les établissements hospitaliers. Puis le troisième point, c'est... Alors, vous envisagez de manière intéressante des méthodes d'indemnisation ou de dédommagement des usagers. En revanche,
j'ai pas lu, à moins que j'ai mal lu, de méthode de financement des associations, et notamment au niveau régional ou national. Or, actuellement, on en a largement parlé, c'est là où le bas blesse, parce que pour être efficace, pour faire tout ce qu'on demande aux associations, il faut qu'il y ait des bras, il faut qu'il y ait des salariés, il faut qu'il y ait des moyens. Donc, faire promouvoir cette démocratie en santé impliquerait pour nous de donner des moyens aux acteurs, bien sûr, une reconnaissance du statut des bénévoles, mais ça c'est à discuter, mais également une reconnaissance des statuts des associations pour qu'elles puissent les financer pour faire leur travail. Très rapidement, pour laisser la parole. ARS départementale, je suis d'accord, moi j'avais mis ARS, surtout dans les 2 premiers chapitres, parce que c'est quand même l'autorité organisatrice et qui délègue aux ARS départementales. Quand je parlais des CTS et PTS, ce sont les départements, les antennes départementales qui pilotent ça. Donc là, je suis absolument d'accord avec vous. La représentation des usagers, pour faire vite, moi, ma préoccupation, je suis allé dans les CPTS, je suis allé rencontrer les ARS ou autres. Et ma préoccupation, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on manque parfois de représentants d'associations. Donc, je suis un peu d'accord avec vous, le mieux c'est d'avoir des représentants d'associations qui sont agréés, il y a déjà une liste, il y a déjà des gens qui sont reconnus. Mais dans les territoires tels que le mien, je peux vous dire que, alors, soit c'est toujours les mêmes, mais ce sont souvent des retraités et puis ils ont une certaine disponibilité. Donc, c'était en fait pour ouvrir, quand il y a des manques d'associations, préférentiellement, vous avez raison, des associations, mais il y a parfois, moi je vous le dis, sur mon territoire, venez dans la Lot-et-Garonne, vous verrez, il n'y en a pas tant que ça, et surtout peu qui sont présentes, ce qui se comprend, hein, voilà. Alors c'était plutôt ça, c'était une ouverture pour essayer de trouver des gens qui veuillent bien s'engager. Et d'ailleurs, l'ARS régionale, moi ce que je pensais aussi, c'était aussi plus de communication et plus de communication, mais d'informations données au public, parce que bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, hein. Il faudrait que ça soit beaucoup plus public, qu'il y ait plus accès, que petit à petit les gens se prennent en compte là-dessus. Avec quand même un défaut avec les associations d'usagers, c'est que parfois elles sont spécialistes de leur pathologie. Et dans le système de santé, on peut avoir besoin d'une vision un peu large. D'où d'ailleurs dans des propositions de formation. Je sais que France Asso Santé le fait, hein. Ils ont même une mission pour ça de la part de l'État. Moi, j'ai fait plusieurs visios avec le président de France Asso Santé. Et donc, oui, je disais donc de la formation, évidemment, parce que parfois, les associations d'usagers ne portent que la parole d'une spécialité, si j'ose dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais France Asso certains Santé, niveaux, plus de la moitié des associations ne sont pas des associations de patients. C'est des associations d'usagers, comme Famille Rurale, tout à fait. Comme les patients retraités, etc. Ça ne représente que la moitié. Mais je ne suis pas contre, je vous dis. Mais c'est sûr qu'il y a un problème de cercle vicieux, c'est qu'on a du mal à trouver parce que les associations n'ont pas de moyens et parce que les gens ne sont pas indemnisés. Voilà. Ensuite, le financement, ce n'était pas le projet de loi. Après, il faut toujours réfléchir au financement, vous avez raison, mais bon, là, ce n'était pas dans Juste ma 2 secondes, proposition je vous de loi qui était rajouterais assez que réduite. aussi, souvent, le personnel dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., j'ai remarqué, ils ne connaissent pas les associations de patients. Ils n'en voient pas, parce qu'il y a un problème, un scandale avec une infirmière. Au lieu de dire, voilà, adressez-vous à la représentante des usagers, téléphonez-leur, ils vont vous aider, etc. Non. Alors du coup, c'est la guerre dans l'hôpital, et c'est ça aussi, le manque d'information du personnel. Il n'y a pas que le côté médical. Et moi, je trouve que ça fait partie de leur formation. Ils devraient être au courant et transmettre l'info. Alors à l'hôpital, on met des affiches des fois. Avec le Covid, on nous avait fait enlever tout ce qui était information. Après, depuis, ça revient, ça repart, etc. Et c'est ça qui manque. Et dans les hôpitaux, dans les cliniques, quand ils sont engagés vraiment dans les directions, ils arrivent à comprendre ça. Mais moi, je sais que je vais les visiter, par exemple, en tant que représentante des usagers. Je vais aller faire un tour dans les services la semaine prochaine pour me faire connaître, parce qu'ils ne nous connaissent pas physiquement. Vous voyez ? Et moi, je sais qu'à la paix, j'ai eu de la chance. Moi, j'avais des délégations, je pouvais aller travailler à la HAS partout. J'étais payée quand même par la paix et je représentais les usagers, mais je n'allais pas pour faire des grèves, j'allais pour rendre service à tout le monde. Si je peux juste compléter, parce que, voilà, très courte,
Je reprends les propos de Jean-François Thébault. La problématique pour pouvoir avoir des associations, c'est le nerf de la guerre. C'est effectivement des financements. Moi, pendant 15 ans, j'ai pris des journées de congé pour pouvoir faire associatif en plus de mon boulot. Parce que même si vous avez l'envie de vous former, de militer, etc., il faut quand même rester à payer les factures à la fin du mois. Et que tant qu'on n'aura pas un mode de financement des assos et des personnes qui s'investissent, on n'avancera jamais. Et il faut que les associations, et je suis d'accord avec Jean-François, les associations de santé, de patients de santé, c'est quand même très spécifique. Et nous, on a resserré les liens au CNAO parce que c'est éthique, professionnalisation, formation. On a affaire à des gens qui sont malades, sur lesquels on ne peut pas se permettre de taper à côté ou de les embarquer dans je ne sais quoi. Et effectivement, moi, je me suis retrouvée à mettre devant la Mivilude aussi des assos de patients que je trouvais dangereuses. Donc là-dessus, je pense qu'on n'est pas nombreux à rire, en tout cas autour de cette table, sur ce sujet-là, mais il faut effectivement, je ne veux pas faire mon Calimero, mais c'est le nerf de la guerre. Si on veut être écouté, si on veut être estimé, si on veut être considéré comme un partenaire à part entière pour faire avancer le système de santé, il faut qu'on ait un statut qui aille avec. Sans ce statut, on passera toujours pour la 15e roue du carrosse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a pas une question, allez-y. Oui, c'est complémentaire à la première, parce qu'en fait, j'écoute et en réfléchissant sur ces histoires de démocratie sanitaire, donc il y a ce problème, ce point territorial. Est-ce que c'est un problème, un point territorial? Après, est-ce qu'on n'aurait pas, comment on pourrait dire, l'intérêt à élargir le cercle? C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que dans la transformation du système de santé, il faut arriver à inclure un maximum d'acteurs, donc qui sont tous hors du secteur sanitaire et médico-social. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire ces démocraties territoriales en incorporant les associations sportives, les collectivités, etc. Un petit peu, renforcer les plans locaux de santé, etc. Et puis le deuxième, ça revient à la question que je posais précédemment, c'est pour accompagner le statut, il faudrait qu'il y ait un cahier des charges. Et qu'est-ce que les usagers ou les associations de patients demandent réellement pour améliorer l'expérience patient? Si on a 300 pathologies en face, rien. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas la révolution, ma proposition de loi, mais elle a déjà tenu compte un peu de ce que vous pensez. On y a réfléchi à cette histoire de financement. Alors, moi, ce que j'ai proposé, c'est d'abord d'avoir des jours reconnus quand on représente des associations pour avoir justement des jours de congé, comme ça se fait pour d'autres types de représentations ou autres. Ça existe, ça. Et puis réfléchir à une indemnisation au moins des déplacements, parce que souvent on n'habite pas sur place, on a des choses comme ça à prendre en charge, et sont souvent des bénévoles, et malheureusement ils ne financent pas. Après, j'entends bien qu'il faudrait plus, mais je vous ai dit, c'est un premier pas, une évolution. Donc on peut en vouloir plus, et je comprends tout ça. Sachez que c'est déjà pas mal de faire évoluer les mentalités, y compris au ministère, de faire ce travail de révision absolument nécessaire là-dessus. Donc moi, je vous entends, et je ne suis pas du tout contre ça, mais voilà, ce n'est pas dans ma proposition de loi pour le moment, et vous comprenez bien pourquoi. Après, la question, c'était... Je me perds, moi. Oui, élargir. Bien sûr. Alors, on réfléchit de plus en plus à avoir de la transversalité, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de mettre tout le monde... En France, on était spécialiste des silos. Dans le médicament, c'est une grande spécialité française, ça aussi, sur l'évaluation des médicaments. Mais on travaille beaucoup en silo. Et petit à petit, là, il commence à y avoir ce mot de transversalité qui recouvre vraiment une aspiration à mettre tous les gens un peu en lien. Ça a été dit pour l'interdisciplinarité, mais par exemple entre le social, le médico-social et l'aide à domicile, par exemple, tout ça aussi doit être en lien, vraiment, parce que je crois que ce sont les mêmes personnes qui sont des patients ou autres, mais ça complète beaucoup. Moi, je suis médecin. N'hésitez pas à demander à l'aide à domicile comment ça se passait ou autre.
Voilà, ce lien-là, on en parle de plus en plus. Par exemple, on essaie de faire rapprocher les associations d'infirmières avec les associations d'aide à domicile maintenant pour que justement il n'y ait plus ces barrières-là et qu'il y ait une vraie dynamique là-dessus. Donc oui, élargir progressivement. Après, attention à ne pas trop faire non plus comment dire, d'éléments trop complexes qui se rajoutent les uns aux autres, quoi, hein. Donc il faut arriver à se parler. Je crois que c'est tout à fait bénéfique. Et après, là, on est dans un système de santé assez spécifique. Donc je crois que les patients, eux, ont vécu une expérience qui est quand même à valoriser. Alors ça se fait, hein. Il y a des patients experts, il y a des choses comme ça, avec même des formations, mais ce n'est pas assez développé, et c'est une évidence. Je termine juste avec deux mots. Lorsque j'entends quand vous dites donner effectivement des jours, quand j'étais en société privée, je travaillais pour la presse médicale, quand je disais à mon patron je prends 2 jours de congé, parce qu'effectivement il me disait tu vas faire quoi? Je dis c'est mes jours de congé, j'en fais bien ce que je veux. Il me dit oui mais je vais te retrouver dans les journaux. Même ça passe pas. Quand vous prenez 2 jours de congé, c'est très mal vu. Donc effectivement, tant qu'il n'y aura pas de statut, on n'aura pas de légitimité à ce qu'on fait. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans les ARS. En fonction des gens, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas d'égalité. Donc si vous tombez dans une bonne ARS dans laquelle il y a la fibre, bonne pioche. Si ce n'est pas le cas, mauvaise pioche. Mais c'est le cas de beaucoup de sujets en ce qui concerne les ARS. Alors, on a l'habitude de tenir les horaires chez NIL, et j'aimerais bien que nos membres de Pensons Patients viennent me rejoindre ici. Je vais leur laisser mon fauteuil. Le fauteuil noir, c'est pour Anne-Sophie. Donc, c'est... J'ai préempté le... Et j'aurais voulu un mot de conclusion de chacun d'entre vous en ce qui concerne cet après-midi de travail. C'est moi qui débute. Écoutez, d'abord merci à tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui, hein. C'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de réactions, des questions. Alors par contre, le chat, je ne crois pas qu'il ait beaucoup fonctionné. Si? Ah si. Ah ok. Bon c'est bien. Alors on verra tout ça après. Alors. Écoutez, non, moi en tant que président d'Alliance du Cœur, donc les malades cardiovasculaires, je suis très heureux. Et puis notre collectif, j'espère que on va continuer de l'avant et puis qu'on va revenir vers vous pour vous demander toujours d'intervenir de plus en plus. Et merci encore à monsieur le député d'être venu. Merci. Oui, merci à tous. Et donc, on attend tous le Père Noël. Voilà. Je ne vais pas être très originale, mais merci à tous. Merci pour toutes les interventions. C'était très riche. J'ai pu prendre plein de petites notes aussi pour moi pour faire le point avec les membres de mon association. Et puis, j'espère qu'on pourra travailler avec tout le monde médical un peu plus, que nos patients et puis les associations soient écoutés. Donc, il est vrai qu'on aimerait bien, en tant qu'association, être plus actifs un peu partout, sauf que nous sommes vraiment aussi en manque de bénévoles. Donc, c'est un problème, on aimerait bien être dans les ARS, à la HAS. J'aimerais bien être partout, mais je ne peux pas. Et on manque de bénévoles, donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas être représenté, et c'est dommage. Après, c'est aussi parce que nos patients, ils ne peuvent pas non plus être bénévoles parce que leur état de santé ne permet pas d'être bénévole. Moi, j'ai la chance de ne plus être malade, entre guillemets, parce que j'ai été greffée, donc j'ai du temps et je peux le faire. Mais nos patients, ils ne peuvent pas passer autant de temps que nous sur des colloques, des forums, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je suis là pour eux. Et puis j'espère qu'avec Pensons Patients, on va avancer tous ensemble et faire du beau travail. Voilà. Alors merci à tous d'être venus et puis à ceux qui étaient derrière l'écran d'avoir participé à la visio. En quelques mots, moi je vous dirais, l'histoire et les patients ne retiendront que les actes. Donc je vais faire comme mon mari avocat, des faits, des faits, des faits et des faits. Donc je veux des faits. Je ne sais pas, j'espère, c'est je veux. Je veux et je le veux dans l'intérêt de la population générale. Parce que la population commence
très sérieusement à se poser des questions sur finalement où on va, à part dans le mur, dans le système de santé. Et là, je peux vous dire que quand ils vont commencer à râler, on ne va pas trop faire dans la dentelle. Je ne parle pas des assos, je parle des gens qui se demandent pourquoi finalement, en fait, ils ont passé 10 heures, 12 heures dans le service des urgences et qu'un tel est décédé et qu'un tel machin, etc. Et la population ne comprend pas ça. Et ne l'entend pas parce qu'on est en France, parce qu'on a une réputation, parce que finalement, il y a des choses qui ont... Alors, je prends une casquette un peu politique, c'est pas bien, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans dans le système de santé ? Qu'est-ce qu'on a fait pour le système de santé ? Voilà, pas grand-chose. On a laissé couler et en fait, le Covid a été le révélateur de l'inaction des choses dans le système de santé. Donc, moi, je suis qu'une simple patiente et une simple associative, mais excusez-moi, je vais être vulgaire, cette putain de pugnacité à vouloir aider à sauver les autres. Et ça, on doit tous l'avoir dans notre ADN. Super, Anne-Sophie. Non, super. Non, ouais. Oui, tous les jeux. Oui, deux choses. Une première, pour préciser une pensée à chat, qui a été un chat personnel, qui montre qu'il y a du monde qui regarde, puisque j'en ai reçu un. J'ai pas dit que les représentants des usagers devaient venir des associations agréées. J'ai dit qu'ils devaient être formés par les associations agréées et qu'il ne fallait pas confondre les patients partenaires, patients experts, avec des représentations d'usagers qui n'ont pas du tout la même fonction. Une fonction représentative par rapport à une fonction d'accompagnement. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, il faudra bien qu'à un moment, messieurs les députés, vous vous posiez la question sur la pertinence de cet ONDAM extrêmement contraint qui n'arrive pas à boucler les besoins de santé de la population. Et peut-être, puisque c'est la mode des référendums d'expression populaire, demander à l'expression populaire si elle ne veut pas mettre un peu plus d'argent sur la santé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des sondages, des enquêtes, on voit que c'est l'une des deux premières préoccupations des citoyens. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien entendu aux intervenants. Merci aux membres de Pensons Patients. Merci à vous d'être venus passer l'après-midi avec nous. Je pense que c'est l'un des premiers colloques qu'on a fait. On va continuer. Et si Anne-Sophie montre de la pugnacité, sachez que chez Nil, on sait en avoir aussi. Voilà. Merci encore pour tous et très bonne soirée.